de faire revivre celle qu'on appelle parfois la belle endormie. De plusieurs décennies, il ne s'est rien passé ici pendant plusieurs décennies. Et nous organisons donc des conférences comme celle-ci tous les mercredis sur des thèmes différents, des expositions, vous pouvez voir des films également. Normalement des balades, des sorties nature, mais dans l'époque actuelle c'est assez compliqué. Mais bon, nous y arrivons quand même. Alors ce sont tous des bénévoles. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer bien sûr, faire des dons. Il y aura d'ailleurs un chapeau à la fin de la conférence. Et voilà tout ce qu'on peut dire sur l'association des Amis de la baie d'Audierne. Et aujourd'hui, je laisse la parole à Gilles Goyat qui va nous parler de ses films sur Plozévet des années 60. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter les films ethnographiques de Plozévet qui s'appellent... Le son est correct, ça ? Oui. Les films s'appellent Jean de Saint-Démètre. Alors, pourquoi ce titre ? Démètre est le saint patron de la paroisse de Plozévet, et c'est aussi l'éponyme, c'est-à-dire que c'est Démètre qui a donné son nom à la paroisse d'abord, puis à la commune. Plozévet, en effet, ça voulait dire dans un premier temps le peuple de Démètre, et dans un deuxième temps, la paroisse de Démètre. Donc ici, dans le titre, c'est un pseudonyme de Plozévet, employé pour garder un certain anonymat. Edgar Morin avait choisi, quant à lui, Plodémètre, c'est un peu pour la même raison. J'avoue, je ne comprends pas très bien pourquoi il fallait garder un anonymat, parce que personne n'a été trompé par ce choix. Tout le monde savait bien qu'il s'agissait de Plozévet. Alors c'est bien des films que je vais vous parler, mais comme ces films ont été faits dans le cadre des enquêtes, il faut que je vous dise quand même deux mots des enquêtes elles-mêmes pour commencer. Elles se sont déroulées donc entre 1961 et 1965. Elles étaient dirigées par le docteur Robert Gessin et elles ont été menées à l'initiative du Musée de l'Homme de Paris et plus précisément de son centre de recherche anthropologique qui était spécialisé dans l'anthropologie physique. Une double problématique était à l'origine du projet. D'abord, l'étude d'une population relativement restreinte à fort taux de consanguinité, à l'origine de certains problèmes de santé, dont le plus connu est la luxation congénitale de la hanche, comme vous le savez certainement. Et deuxièmement, je cite la deuxième problématique, l'adaptation du monde agricole et rural français aux conditions de la vie moderne. Fin de citation. Les chercheurs participants relevaient donc de deux grandes catégories, les spécialistes en sciences biologiques, génétiques, démographiques d'une part, et en sciences humaines, histoire, sociologie, psychologie, ethnologie d'autre part. Le projet était aussi de mettre en commun les résultats, d'essayer de les croiser et donc de pratiquer une certaine interdisciplinarité, but qui, il faut le reconnaître, ne fut pas atteint. Mais quand même, environ 45 rapports et articles ont été écrits au sujet de cette fameuse enquête pluridisciplinaire. Le directeur, Robert Gessin, avait dès le début prévu de réaliser des films qui se voulaient une illustration des enquêtes. C'est important de cette définition, si on peut dire. Elle est mentionnée au début de chacun des films. Mais en réalité, les films étaient très largement déconnectés des enquêtes. Surtout des thèmes qui relevaient de la première problématique, qui sont en fait totalement absents. Leur but était certes de montrer la vie à Plozévet au début des années 1960, mais aussi, et sans doute davantage, de sauvegarder des témoignages du mode de vie traditionnel qui était alors en voie de disparition, et même pour certains aspects qui étaient déjà disparus, qui avaient déjà disparu à l'époque. De plus, ces films devaient permettre des échanges avec la population de Plozévet, parce que des projections d'extraits de films
étaient prévues et ont eu lieu pendant les enquêtes même. Donc c'est une façon de montrer aux gens ce que faisaient les chercheurs, et il y a eu des discussions à l'issue de ces projections. Alors j'en viens maintenant aux films eux-mêmes, les films proprement dits. Donc le réalisateur en fut Robert Gessin, je l'ai déjà dit, aidé par son épouse Monique. Les images furent tournées par Roger Morillère, qui était alors caméraman et monteur au Musée de l'Homme. Celui-ci avait travaillé avec Jean Rouch, connu pour sa pratique du cinéma direct, encore appelé cinéma vérité. À l'époque, on filmait sur de la pellicule qui coûtait cher, et ceci supposait une préparation de presque toutes les prises de vue, parfois même une répétition, d'où des scènes où la préparation se sent un peu trop, à mon avis. Le son était enregistré séparément au magnétophone. Le cinéma avec son synchrone n'existait pas encore. On était loin des possibilités techniques actuelles. Les prises de vue ont été réalisées au début des enquêtes, au cours de 7 campagnes, allant d'août 61 pour les premières à mars 1963 pour les dernières. Après, il y a eu encore quelques prises de vue, mais pour compléter des points qui manquaient, des points précis qui manquaient. En tout, une trentaine d'heures ont été filmées, ce qui a permis la réalisation de 5 films hectachromes, d'une durée totale de 3 heures 15 minutes, et les films ont été montés en 1965 et 1966. Il y a donc en tout 5 films. Les pêcheurs de Portsmouth sur le monde de la pêche. Deuxièmement, les agriculteurs, le nom est clair. Hein. Le troisième s'intitule Au bourg. Le quatrième, les gestes du repas. Et le cinquième et dernier, le costume. Le costume bigoudin, cela va sans dire. Alors, que montrent ces films ? On peut y voir 2 grands thèmes principaux. D'une part, la vie de travail et des loisirs. Et deuxièmement, les rites anthropologiques et sociaux sur lesquels une insistance assez grande est portée. Alors, le travail est un des thèmes principaux. Il s'agit du travail des marins, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des ouvrières et des ouvriers de la conserverie. Au début des années 1960, les méthodes de travail évoluaient beaucoup et vite. De plus, des méthodes modernes et des méthodes anciennes coexistaient dans bien des domaines, comme par exemple dans l'élevage. Nous allons le voir. Les deux sont montrés dans les films, mais il faut reconnaître qu'une insistance nettement plus grande est portée aux méthodes anciennes. Les loisirs sont aussi présents avec l'inévitable match de foot, qui était l'équipe de foot qui est le loisir, qui était et qui est toujours le loisir principal de bien des jeunes, mais on voit également des jeux traditionnels pratiqués dans les villages, dans les hameaux, comme on préfère, des boules bretonnes jouées sur allée, la pétanque n'était pas encore connue à cette époque-là, des quilles avec utilisation de galets comme boules, et évidemment aussi la galoche bigoudaine. Les rites sont également bien présents, les grands rites anthropologiques, la naissance, présent par une scène de baptême, le mariage, nous regarderons un extrait de mariage, et la mort, avec des scènes d'un enterrement qui ont aussi été filmées. Les rites sociaux sont également présents. Il y en a plusieurs. Celui qui a le plus d'importance peut-être, c'est le festin qui suivait l'abattage du cochon, le Festennoch. Il y a aussi bien sûr des rites religieux, les pardons, il y en avait plusieurs à Pozévet. Le plus important d'entre eux était le pardon de la Trinité qui se déroulait tous les ans au mois de juin, début juin en général, le jour de la fête de la Trinité. D'une manière générale, l'accent est mis sur la tradition. Il y a de nombreuses scènes de reconstitution du passé, bien sûr, et elles occupent une grande place. Alors,
que certains aspects des enquêtes ne sont pas du tout présentés dans les films. Certains aspects sont totalement absents, tous les aspects qui ont trait à la biologie et à la sociologie, on ne les voit absolument pas dans les films. Peut-être parce que c'était des sujets qui étaient considérés comme non photogéniques, ou peut-être aussi parce que les concepts nécessaires pour la compréhension n'étaient pas censés connus disons, du spectateur moyen. Peut-être, enfin, on ne sait pas. Dans les films, une volonté importante est accordée aux gestes techniques artisanaux anciens. Le réalisateur veut montrer avec précision comment se faisaient ces gestes, les différentes étapes de la fabrication de l'objet, et également il tient à les montrer jusqu'à l'achèvement. Ces façons de filmer étaient conformes aux principes du cinéma ethnographique tels qu'ils étaient enseignés en France depuis Marcel Mauss du musée de l'Homme et du musée des Arts et Traditions Populaires. Il a travaillé dans les deux, et qui s'était ensuite développé au musée de l'Homme autour de Marcel Griaule. Nous allons maintenant visionner quelques extraits de films, et je les ai classés en 3 catégories selon le degré d'authenticité par rapport à la vie quotidienne du début des années 1960 à Pleuzevet. D'abord, j'ai sélectionné des scènes qu'on peut considérer comme étant parfaitement authentiques, qui reflètent la vie telle qu'elle était réellement au début des années 60. Dans une seconde partie, j'ai placé quelques extraits où l'on peut faire quelques critiques, c'est-à-dire que on a demandé aux gens de rejouer leur vie réelle, mais avec des modifications, notamment qui ont trait au costume, et également les modifications, les manques d'authenticité sont parfois volontaires et parfois involontaires. Il est certain que la présence d'une caméra, d'un technicien, preneur de son, etc., a parfois inhibé bien des membres de la communauté pleuzevétienne. Alors, on va commencer par donc, troisième point, j'allais oublier, les scènes donc, qui sont des reconstitutions du passé. Il y en a plusieurs. Il est évident que le réalisateur a souhaité montrer des actions qui étaient soit oubliées, pas oubliées, mais qui ne se faisaient plus, ou alors également des actions qui avaient été faites jusqu'à quelques années auparavant, que les gens étaient encore capables de refaire, mais qu'ils ne faisaient plus dans la réalité de leur vie quotidienne. Et dans un dernier point, je parlerai de ce qui, à mon avis, constitue des manques, des choses qui auraient pu être filmées, qui auraient pu être dans les films, mais qui ne le sont pas. Alors, on va commencer donc par les scènes parfaitement authentiques, et tout d'abord par une scène de débarquement de thon au port d'Audierne. Pourquoi au port d'Audierne? Audierne n'est pas à Pleuzevet. On le regarde et je vous explique après pourquoi. Le thon a été vendu en mer par radio et part directement à la conserverie. Élève à l'école des mousses, le fils du patron vient saluer son père.
Alors, environ 1/10 de la population de Plosévet vivait de la mer, soit qu'ils étaient dans la marine nationale, dans la marine de commerce ou marins-pêcheurs. Alors ici, ce que vous avez vu sont évidemment des marins-pêcheurs, et ils sont à Audierne. Alors pourquoi à Audierne? En fait, ils habitaient le petit port de Poulhan, qui se trouve entre Plosévet et Audierne. Alors, un tout petit point de géographie. La rive sud de Port-Poulhan est à Plosévet et la rive nord est à Plouhinec. C'est pour ça qu'on parle de Poulhan-Plouhinec pour la rive nord, Poulhan-Plosévet pour la rive sud. Et il y avait à l'époque des marins amateurs, des retraités qui faisaient de la pêche pour leur plaisir, mais il y avait aussi des marins pêcheurs professionnels. Il y avait en tout 13 bateaux qui étaient armés par des marins de Poulhan et qui étaient des langoustiers tonniers. Et donc, comme le port de Poulhan n'était pas suffisant, eh bien, ils allaient, leur port d'attache était Audierne, mais ils se considéraient comme étant des habitants de Port-Poulhan, et leur maison était à Poulhan, c'était leur domicile. Alors, je vous ai dit qu'il y avait donc en tout 13 bateaux, et ils armaient pour une partie de l'année pour la pêche à la langouste, et ensuite ils rentraient, ils désarmaient, et ils armaient pour le thon. Donc en pêchant à la fois la langouste et le thon, ils arrivaient à bien gagner leur vie, mais c'était une vie pénible et difficile. Mais bon, ils ont bien travaillé et bien gagné leur croûte. Voilà, donc ça c'était pour les marins pêcheurs de Port-Poulhan dont le port d'attache, si on peut dire, était Audierne. C'est pour ça que vous avez vu ces images prises à Audierne. Alors on va regarder maintenant un élevage laitier de façon traditionnelle, la traite ancienne à la main, puis la traite à la treilleuse électrique. Alors on regarde l'extrait donc du film Les agriculteurs. Comme autrefois, l'élevage garde une place importante. L'hiver, les vaches restent longtemps à l'étable. Il y a peu de temps encore, toutes les vaches étaient traites à la main et chaque ferme faisait son beurre. Beaucoup de gens du bourg préfèrent acheter leur beurre directement aux agriculteurs. Les techniques traditionnelles d'élevage sont peu à peu abandonnées. Cette exploitation de Kervinou nous montre un moment de la modernisation. Stabulation libre, traite électrique et centrifugeuse deviennent fréquentes dans la région. Cette ferme est une usine à crème et à cochon. Ces derniers boivent le petit lait. Mais tout évolue si vite qu'il est peut-être aujourd'hui plus avantageux d'acheter des aliments pour les animaux que de les produire. L'élevage des vaches et des cochons n'est plus économiquement lié. La suite, vaches, petit lait, pommes de terre, cochons, ne paraît plus indispensable. C'est l'écrémage du lait à la main. Donc, au début des années 60, les deux systèmes, manuel et électrique, coexistaient selon, disons, le degré de modernité des fermes. Mais à Plosévet, les deux étaient pratiqués au début des années 60. C'était seulement le début de la traite électrique, et il faut reconnaître qu'il y avait peu de fermes qui étaient équipées de treilleuses électriques à ce moment-là. Celle-ci, que nous venons de voir, là, et qui était située au village de Kervinou, dans la partie est de la commune, était considérée comme une ferme pilote à l'époque, mais la grande majorité des fermes n'étaient pas équipées de ces treilleuses électriques. Alors nous allons maintenant passer à un des rites anthropologiques, qui est le mariage, et vous allez voir ici le mariage des frères Ferrand, qui a eu lieu le 5 août 1961 et qui est
totalement authentique. C'est vraiment la réalité, il n'y a aucune critique à faire. Monsieur le maire, ancien directeur d'école, va célébrer la cérémonie. Deux frères, c'est fréquent en Bretagne, se marient le même jour. La fiancée de Robert, mécanicien de la marine, et secrétaire à Fontcroy. Celle de Henri, instituteur, est employé des postes. Le mariage à la mairie précède la cérémonie religieuse. Le 5 août 1961, à 11h, devant nous, Hervé Henry, maire de Pleuzelet, ont comparu pour contracter le mariage Robert Ferrand. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime Janine Marie-Roseline Hervé, ici présente? Janine Marie-Roseline Hervé. Consentez-vous à prendre pour époux légitime Robert Ferrand, ici présent? Après avoir reçu vos consentements mutuels au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Mes chers amis, mon cher Henri, je suis un peu ému, ma chère Josiane également, Robert et sa jeune épouse, permettez-moi de vous transmettre mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux et les plus affectueux. Je vous ai connus sur les bancs de l'école et très souvent, je n'ai pas été tendre pour vous. Je demanderai particulièrement à Josiane de me pardonner de lui avoir fait verser des larmes quelquefois bien amères. Activez un peu là quoi. Ça fait rien, activez quoi. Attention, Madame Henri, non, Robert plutôt. Enfin, Robert, tournez la tête vers moi et penchez vers Robert, comme ça, c'est bien. Alors, une dernière, hein, comme ça, un petit sourire tous en même temps, là. Allez, comme ça, ne bougez pas, attention. Merci. Bon, c'est d'une parfaite authenticité, hein, c'était exactement ça. Alors, un autre rite, mais un rite social, maintenant religieux aussi, c'est le fleurissement des tombes à la Toussaint. On va regarder ça, on va dire 2 mots après. Les préparatifs au cimetière demandent quelques jours. Chacun a cultivé ou acheté les fleurs qui orneront les tombes, nettoyées et remises en ordre.
Donc le fleurissement des tombes à la Toussaint, c'est un rite annuel qui se perpétue, mais qui n'a peut-être plus tout à fait autant d'importance. Et à mon avis, une des différences, c'est qu'à l'époque, les gens cultivaient eux-mêmes leurs chrysanthèmes, ce qui représentait un travail de plusieurs mois. Hein, parce que maintenant, les gens se contentent d'acheter les pots chez les fleuristes, ce qui demande bien moins de travail. Vous aurez remarqué l'animation au cimetière et la grande variété des moyens de transport pour acheminer les pots de chrysanthèmes. Certains habitaient le bourg, mais une grande partie de la population habitait les villages parfois assez éloignés, et donc les porter à la main n'était pas une sinécure. Alors, on va regarder maintenant la course cycliste annuelle. Les cyclistes sont venus de toute la Bretagne pour disputer une course de 100 km autour de la commune. Tour après tour, ils retraversent le bourg. Alors, une prime de 5 000 francs vient de nous être offerte par l'entreprise L'Euro. L'Euro de l'Anivec. Oui, cette course cycliste avait lieu tous les ans à l'occasion de ce qu'on appelait les fêtes du bourg. Les fêtes du bourg avaient lieu le premier week-end de septembre, et le lundi, il y avait la course cycliste. Le dimanche, il y avait d'autres jeux comme course en sac, course à l'œuf, polka des chaises, mat cocagne, etc. Mais le lundi, c'est le jour de la course cycliste. Cette fête a disparu il y a déjà bien longtemps, ça fait une quarantaine d'années qu'elle a disparu, mais les images qu'on a vues là sont parfaitement authentiques, c'était exactement ça. Alors, j'en arrive maintenant à des scènes que l'on peut qualifier d'authentiques retouchées. Retouchées soit volontairement, soit involontairement. Alors, on va commencer par le travail du poisson à la conserverie Larzul, et puis je vous dirai après ce qui n'est pas tout à fait authentique, mais en grande partie c'est authentique. Il y a quelques détails, quelques aspects qui ne le sont pas. Vous les remarquerez peut-être aussi, mais si vous ne les trouvez pas, je vous dirai desquels il Petits s'agit. pois et haricots verts sont traités à la conserverie de juillet à octobre, puis de janvier à juin le poisson, thon, sardines ou le plus souvent maquereau.
Oui, ces scènes sont très, très largement authentiques. Presque tout là-dedans est authentique. Le seul point qui ne l'est pas, c'est qu'on avait demandé aux bigouden qui travaillaient de venir en coiffe. Ce qui ne se faisait jamais habituellement. C'était réellement des bigouden, mais ça, elles sont venues là en tenue du dimanche, et non pas en tenue de travail. La coiffe ne faisait pas partie de la tenue de travail à l'usine. Mais bon, on leur avait demandé de le faire, elles avaient accepté, dans un souci esthétique, je pense. Le sociologue japonais Masahiro Ojino a écrit que ces femmes étaient vêtues d'une tenue que l'on portait anciennement. C'est pas tout à fait exact. C'était leur tenue réelle, mais pas leur tenue de travail. Donc là, il y a un point que ce japonais n'a pas tout à fait compris, on va dire. Enfin bon, on peut l'excuser. Alors, nous allons voir maintenant une autre scène qui consiste à faire des crêpes sur feu de bois. Et il y aura également une autre remarque à faire, mais regardons d'abord la scène. On mange aussi moins de crêpes, de sarrasin ou de froment, mais on en fait encore dans l'âtre sur la plaque traditionnelle, utilisant une raclette pour étaler la pâte et une palette pour retourner la crêpe ou la galette plus épaisse. Elle râle, hein. Elle rouspète, le caméraman est trop proche de sa tête. Tant d'œil, dit-elle. Du feu. Oui, la remarque à faire est très proche de la remarque précédente. Jamais on ne mettait la coiffe quand il s'agissait de faire du feu dans l'âtre. Là, on lui avait demandé de la mettre, elle avait aussi accepté, mais ça n'est pas authentique, quoi. Faire du feu dans l'âtre et porter la coiffe s'excluait. C'était deux choses totalement incompatibles, on va dire. Alors, une autre scène qui n'est pas tout à fait authentique non plus, mais pour une raison cette fois involontaire. Il s'agit de la cuisson du pain noir au fournil de Kerhat chez Jean Guyou, le boulanger. On regarde, s'il te plaît. Les boulangers font encore 2 fois par semaine du pain de seigle. Il y a quelques décennies, de nombreuses femmes faisaient cuire sur le boulanger la pâte à pain noir qu'elles avaient elles-mêmes préparée.
chacune marquer sa niche. Prêcheta, dit-il. Le boulanger demande à ses clientes de parler. On va dire pourquoi tout à l'heure. Prêche. Oui, les jours de cuisson du pain noir, c'était 2 fois par semaine. Le fournil ressemblait à une ruche bourdonnante. Mais là, intimidés par la présence des cinéastes et de la caméra, les clientes sont tout à fait silencieuses, au point donc que le boulanger Jean Guyou se croit obligé de leur dire « Prêcheta !» Parlez donc, de façon à ce que ça ait une atmosphère aussi, comment dirais-je, oui, voilà. Prêcheta. Et donc, d'habitude, c'était très très sonore, très très bruyant, et là, c'était le silence. Voilà donc les scènes qui ont été, que j'ai qualifiées d'authentiques, retouchées. Et ensuite, en troisième partie, nous allons voir des scènes qui sont des reconstitutions d'actions qui se faisaient dans un passé proche ou plus lointain. Alors, cette mise en valeur des aspects traditionnels de la vie à Plozévet, ce que certains sociologues ont appelé la survie de l'archaïsme, constitue sans doute une des marques le plus souvent retenues par les spectateurs des films consacrés à la commune. Ces gestes étaient soit déjà disparus, soit en voie de disparition rapide. Donatien Laurent, un des rares enquêteurs capables de communiquer en breton avec la population bretonnante, a joué un rôle très important dans la recherche de personnes acceptant d'être filmées dans leurs activités traditionnelles. Il a servi d'intermédiaire entre elles et les cinéastes, en plus du fait qu'il a aussi enregistré lui-même plusieurs chanteuses et chanteurs traditionnels. Les commentaires de Robert Gessin, en voix off, annonçant qu'il s'agit de restitution, sont en général explicites, mais peut-être pas toujours suffisamment, ainsi que nous le verrons. Et de toute façon, la force des images est bien plus grande que celle des commentaires. Elle reste bien plus facilement gravée dans les mémoires. Alors, la première scène de reconstitution que nous allons voir est le séchage et le brûlage de Goémon.
Quand les vieux d'aujourd'hui étaient jeunes, le goémonier vivait chichement. Pourtant, maintenant, chacun a la nostalgie de l'odeur du goémon brûlé, et les vieux goémoniers retrouvent aisément les gestes oubliés. Rien ne vaut la pomme de terre et les berniques cuites sous la cendre du four à goémon. Oui, donc la récolte du goémon de la catégorie de la famille des laminaires, son séchage sur la palue, puis le brûlage dans ce qu'on appelle des fours à goémon pour obtenir des blocs de soude, avait pris fin simplement quelques années plus tôt. Les dernières années où ça s'est passé, où la soude a été vendue, c'était, m'a-t-on dit, en 1957. Ça a été tourné en 61, donc ça fait peu de temps auparavant. Les gens de Costeno, autrement dit du bord de mer, n'ont eu aucune peine à retrouver ces gestes et à les refaire, comme ils l'avaient fait pendant une bonne partie de leur vie auparavant. Il semble même qu'ils aient éprouvé un certain plaisir à les montrer aux enquêteurs. Alors on va regarder maintenant la fabrication d'une ruche, s'il te plaît. En Les paille. ruches ont été jadis très nombreuses. On en recensait 484 en 1862. À cette époque, les abeilles fournissaient tout le sucre consommé à Saint-Démètre. Quelques-uns savent encore fabriquer les paniers traditionnels de ronces et d'osier où les essaims sauvages sont enfermés.
insecticides, le nombre de ruches et l'importance des abeilles a beaucoup diminué. Cette captation de la fabrication d'une ruche en paille et en ronce est un exemple typique de cinéma ethnographique mettant en pratique les recommandations de l'ethnologue Marcel Mauss. On y sent la volonté de montrer les gestes techniques dans leurs différentes phases jusqu'à l'achèvement de l'objet et également son utilisation. Vous avez pu remarquer aussi la qualité esthétique de l'objet fini. Maintenant, nous allons voir une scène de battage de blé au fléau. C'était évidemment aussi une reconstitution. On expliquera un peu plus après. Oui, cette pratique, appelée en breton Dorneganarfreig, n'avait plus cours au début des années 60 pour le battage des céréales. Bien des adultes l'avaient vu pratiquer dans leur jeunesse ou leur enfance, cela pouvait encore se faire dans certaines petites fermes pour le battage du sarrasin ou du blé noir, et également pour récolter les graines de petits pois ou de haricots, mais plus pour les céréales. C'est une reconstitution. Les gens savaient comment ça se faisait, ils avaient encore des fléaux, ils en ont trouvé, ils savaient les utiliser, et puis ils nous ont donc montré comment cela se passait dans le temps, mais pas en 1960. C'est bien plus ancien, ça représente une scène antérieure à ça. Alors, maintenant, on avance, c'est le repas de bouillie d'avoine, on dit en breton Yudker. Le youd, bouilli de sarrasin ou d'avoine, constituait fréquemment le repas du soir. Aujourd'hui encore, c'est un plat apprécié, surtout par les personnes âgées. Elle n'est pas ravie de voir les cinéastes chez elle. Hein. Elle emploie quelques mots grossiers qui font rire pour rire. Autour d'une bouillie d'avoine cuite au lait, servie dans le chaudron de cuisson, additionnée au centre de beurre et consommée avec du lait baratté. Mamma le sabi
C'est la scène qui a provoqué le plus vif mécontentement à Plozévet. Il a failli y avoir une petite révolution suite à la présentation de cette scène. Le fait que ce soit cuit dans l'arbre, on passe encore, mais que l'on mette le chaudron au milieu de la table et que chacun y puise avec sa cuillère directement sans qu'il n'y ait ni bol ni assiette. Ça s'était fait autrefois, mais ça a provoqué un vif mécontentement chez les Plozévétiens. On va nous prendre pour des sauvages. Hein, qui va-t-on croire que nous sommes, quoi. Enfin bon, et puis en plus, certains des participants, là, donnent l'impression d'en rajouter un peu. Vous avez vu la dame là, qui fait un signe de croix avant de commencer à manger? Non content d'en faire un, elle en fait deux, l'air de dire, vous en voulez, vous en voilà, quoi. Mais le commentateur, on a l'impression sur certains visages de lire une espèce de moquerie, quoi. Il se moque un peu. Hein. On rejoue la scène, mais bon, on n'y croit pas, quoi. Et tout ce que le commentateur trouve à dire, c'est que c'est un repas du soir toujours apprécié des personnes âgées. Bon, c'est peut-être vrai de certaines personnes âgées, mais pas de toutes, certainement pas. Donc ça, c'est la scène qui a été le plus critiquée. Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Bon, vu que l'heure avance, je vais peut-être... on va laisser de côté la scène du rouet. Je vais arriver... Non, tu préfères qu'on la donne? On la passe vite fait. Bon. C'est une scène de filage de la laine, encore une reconstitution. Hein. Avant la Première Guerre mondiale, surtout chez les agriculteurs, les femmes filaient la laine. On travaillait à la quenouille, le soir, à la veillée, ou dehors, en gardant les bêtes. Ça aurait pu être tourné en noir et blanc pour montrer qu'il s'agissait de scènes antérieures, passées. Ce sont les cartes postales anciennes. On filait aussi au rouet. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quelques femmes remirent en usage cette technique abandonnée.
Voilà. Donc c'est une sélection de quelques scènes qui étaient déjà, on va dire, dépassées, entre guillemets. J'aurais pu en présenter d'autres, mais bon, il fallait faire une sélection. Il y avait notamment la confection d'un collier de cheval en paille, la fabrication de sabots de paille, la réparation d'un toit de chaume. Enfin bon, j'aimerais, maintenant pour conclure, présenter quelques aspects qu'il aurait été possible et intéressant de présenter dans les films, mais qui n'ont pas été choisis, quoi. Le travail d'un groupe de jeunes agriculteurs, membres de la jeunesse agricole chrétienne, la JAC, n'est pas du tout mentionné. Et pourtant, ils travaillaient régulièrement pour essayer de moderniser les pratiques agricoles. D'une façon générale, l'aspect moderne a été un peu oublié, on va dire. Ça aurait été intéressant de montrer le travail que ces gens-là faisaient. Si la collecte de laminaires avait cessé, les laminaires, ce sont les goémons en forme de lame là, que l'on a vu brûler là. Par contre, il y a d'autres espèces qui étaient toujours collectées à cette époque-là, et qui le sont d'ailleurs encore actuellement. Je pense particulièrement au Chondrus crispus, qu'on appelle Beignut, c'est-à-dire goémon à bouillie à Possévet. Il me semble que plus au sud, dans le pays bigoudin, on l'appelle le tail picot. Au picotail. Ah, ouais. Ça, c'est totalement absent des films. Ça aurait pu être montré, parce que ça existait encore, c'était très très courant, et ça l'est resté depuis d'ailleurs. Il sert à fabriquer des produits gélifiants et est acheté par l'industrie pharmaceutique. Mais ce n'est ni si important, ni si spectaculaire que le ramassage et le brûlage des laminaires. C'était plus spectaculaire de montrer le brûlage des laminaires dans les fours à goémons. Un autre aspect qui aurait pu être montré, c'est le collectage de chansons traditionnelles, réalisées par exemple par Donatien Laurent, souvent auprès de femmes âgées qui ne connaissaient que le breton. Mais ça n'est pas du tout présent dans les films. Le quatrième et dernier point manquant, à mon avis, c'est que ce qui est dit en breton n'est pas pris en compte. Tout au long des films, on entend parler breton, mais la langue bretonne est occultée. On n'en tient aucun compte. Et pourtant, à l'époque, c'était la langue quotidienne parlée par 80% de la population adulte. De plus, quelques personnes âgées ne connaissaient que le breton. C'est ce qu'on appelle les personnes monolingues. Dans les films, on entend les Pleusévétiens parler breton entre eux, mais on ne s'intéresse pas le moindre du monde à ce qu'ils disent. La langue bretonne n'est là qu'en bruit de fond, elle ne sert jamais à véhiculer du sens. Certes, ni le réalisateur ni les opérateurs ne connaissaient le breton, mais ils auraient pu faire appel à un interprète ou à un traducteur. Pas un seul Pleusévétien n'est interviewé en breton. Cela aurait bien sûr pu et dû être fait, filmé et montré à l'écran, avec des sous-titres en français évidemment. De plus, dans les commentaires, la prononciation des mots bretons, ce sont le plus souvent des toponymes, des noms de lieux, et toujours déformés, au point qu'il faut essayer de deviner de quoi il s'agit. Voilà, pour montrer qu'il était possible d'interviewer une personne en breton, on va vous faire passer un extrait, une interview réalisée par Donatien Laurent, d'une personne bretonnante monolingue. Ça dure 1 minute, hein, donc c'est pas très long. La traduction en français va apparaître à l'écran. C'est Donatien qui interroge. Oh, mycket vad du måste bestämma att göra det så kommer raschen med så mycket då hamnar. Men så du där med så det mitt så ramar med så då plusimet. Då skriver du gamet. Jag går med det gör det kommer raschen på drevet. Fast du i. Jag har inte diskuterat på drevet. I hon med diskuterat på drevet. I agenal när på kanal hon och kan gå skit. Hon med med kvar. Och med kvar var till min. وما خواجه دي جون زوج كمبيوتر ما بير منام بعد زوجي من وقت فاتني لكن بيمر بقواس بيش بينام أجمع بس بيني ملاك دنوس بقوس كده كمان بالبويس بقول أجس دي بس دي شو ما تو بس دو ما سوني كمان بيقولش سوني فتمام. Ce ne sont évidemment pas des propos philosophiques, hein. Mais bon, c'est la vie quotidienne, c'est ce que ces gens-là disaient, c'est tout à fait authentique, ça aurait pu être exploité, ça ne l'a pas été du tout. Alors donc les films là durent en tout 3 heures
3h15 minutes. Or, il faut savoir qu'il y a eu 30 heures de rush de filmé. Donc il reste environ 25 heures de film qui se trouvent on ne sait pas où, que personne de Plozévet n'a jamais vu. Nous ne savons même pas si ils existent toujours, ni dans quel état ces films sont. En tous les cas, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas été sélectionnées par Robert Gessin, le réalisateur, pour être montées en film. Ces films, avec leur qualité et leurs défauts, font désormais partie du patrimoine culturel de la commune de Plozévet. Et l'intérêt pris à les regarder croîtra sans doute avec les années qui passent, car l'écart entre le mode de vie et les façons de faire qui y sont présentées ne fera probablement qu'augmenter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions, si je peux y répondre, je le ferai volontiers. Gilles, moi je pense au repas, le repas de Yutker, là, Oui. qu'on a vu là. Oui. C'était fréquent que les gens se réunissent comme ça parce qu'ils sont, Bah, ils sont très nombreux. à une époque antérieure, je pense. Oui. Là, on leur avait commandé de refaire un repas comme cela se faisait dans l'ancien Parce que temps. moi Quoi. j'ai vu ça dans le sein de la famille. Quoi, Oui, là, on avait invité, c'est le village de Brinfues-Brevet à Plozévet. On avait invité tous les habitants du village, enfin ceux qui étaient volontaires, à venir. Quoi. Donatien Laurent avait expliqué ce qu'il voulait. Bon, ils avaient répondu favorablement, mais on voit bien quand même qu'ils jouent. C'est pas tout à fait traditionnel, c'est un peu surjoué, comme on va dire. Est-ce que cette étude ethnologique là a eu lieu dans d'autres régions de France ou dans d'autres endroits? Il y a eu d'autres enquêtes dans d'autres régions de France, mais il y en a eu 4 ou 5. Mais les enquêtes de Plozévet avaient beaucoup de points, comment dirais-je, spécifiques, notamment un très grand nombre de chercheurs. Il y a eu en tout une centaine de chercheurs qui sont passés. Ça a duré de 61 à 65, donc 4 ans et même un peu plus. Mais il y en a eu dans d'autres régions, oui. Oui, oui. Il y a eu 4 autres enquêtes comme ça, mais pas exactement sur le même modèle, parce que les enquêtes de Plozévet présentaient des défauts dont les chercheurs étaient conscients, qu'ils ont signalés, et ils ont essayé de corriger dans les enquêtes suivantes. Quoi. Oui. Oui, moi je n'avais pas vu les films, mais j'avais lu Les gens de Plozévet d'Edgar Morin. Oui. Est-ce qu'on peut... Non, c'est Les gens de Plozévet, c'est pas d'Edgar Morin. Edgar Morin, le bouquin, c'est... Retour à Plozévet. Non, attendez. Plozévet, c'est Métamorphose de Plodémètre, commune en France, Métamorphose de Plodémètre. Ça, c'est le premier bouquin d'Edgar Morin. Et le deuxième, c'est Journal de Plozévet. Ça, il a fait 2 bouquins. Dans les années 70, au début des années 70. Est-ce qu'on peut lui faire aussi le même reproche que vous faisiez à certaines parties du film, d'un archaïsme par rapport à la situation, disons, réelle et la situation de vie des Plozévétiens? Non, Morin n'a pas recherché l'archaïsme. Non. Il a au contraire recherché la modernité. La portugalisation. La modernité. Il a essayé de voir les traits modernes dans la vie à Plozévet dans les années... Alors, Morin, comme les enquêtes ont duré plusieurs années, 5 ans, il y a des chercheurs qui ont travaillé au début, d'autres au milieu, d'autres à la fin. Et Morin fait partie des travailleurs de la fin. C'est un des travailleurs de la dernière heure. Oui. Et il a recherché la modernité. Les films ont été faits avant que Morin n'arrive. C'est pas du tout le même point de vue. Pas du tout. Non, Edgar. C'est vrai que le chercheur le plus connu des enquêtes de Plozévet, c'est Edgar Morin. Mais c'est loin d'être le seul. Et les autres ont également fait du travail. Ils ont produit des rapports, des articles, quelques films. Mais le bouquin le plus connu, c'est La Métamorphose de Plodémètre d'Edgar Morin, évidemment. Il y a eu un petit scandale aussi, là. Il y a eu il y a même eu une émission de télévision qui a été faite par Pierre-Jacques Eselias qui s'intitulait
Plozévet contre Plodémet. Et l'émission se terminait par une question d'Elias. Condamnez-vous Edgar Morin à mort? Et tous les gens répondaient non. C'est une émission qui avait été tournée par Télé-Bretagne et qui a été publiée en 1968. Le bouquin d'Edgar Morin étant sorti fin 67. Oui. Moi j'avais une remarque, il y a eu un peu en parallèle ou en contrepoint le travail fait par Pelleras sur Goulien. Ah oui, oui. Ça c'est un point que je peux signaler, mais je ne peux pas tout signaler. Qui est lisible. Comment? Voilà, qui est publié et qui est intéressant, qui donne un point de vue. Il est plus descriptif, on va dire, peut-être moins scientifique. En fait, l'enquête à Goulien faisait partie des enquêtes de Plozévet. C'était un peu, comment pourrait-on dire ça, pour voir si Plozévet restait à peu près dans la norme, quoi. C'est tout à fait différent. À Goulien, il y avait un seul ethnologue, Christian Pelleras, alors qu'à Plozévet, il y a eu une centaine de chercheurs en tout, quoi. Et Pelleras et Donatien Laurent ont beaucoup travaillé ensemble. Et Pelleras a également fait des films qu'il a fait avec une petite caméra Super 8, je crois, qui d'un point de vue technique sont bien moins bons que ceux de Morillère et de Chessin, mais qui en revanche reflètent plus la vie réelle des années 60 que ceux de Plozévet. Ils ont été montés par quelqu'un de la Cinémathèque de Bretagne, ça fait quelques décennies. Mais maintenant, tous ces chercheurs de Plozévet, à part quelques-uns comme Pierre-Yves Lerin, qui a fait partie de l'équipe des géographes, la plupart d'entre eux sont malheureusement décédés. Bernard Paillard, comme lui. Bernard Paillard aussi, oui. Bernard Paillard est toujours... Bernard Paillard, c'était un sociologue de l'équipe d'Edgar Morin. Sait-on pourquoi ils ont choisi Plozévet? C'est une vaste question. Pourquoi Plozévet? Pourquoi Plozévet? Il voulait choisir quelque chose dans le pays Bigoudin pour la raison que je vous ai dite là, à savoir la consanguinité avec les conséquences de luxation congénitale de la hanche. Donc il voulait que ça soit dans le pays Bigoudin. Alors après, si l'on en croit Robert Gessin, qui était le directeur, il a choisi Plozévet pour 2 ou 3 raisons. D'abord, il y avait à la fois des agriculteurs, des marins-pêcheurs, et puis quelques ouvriers d'usine, on en a vu là. Ils sont trouvés dans le Léon. Et d'autre part, il dit que les archives à la mairie étaient très bien tenues, et que le maire, Hervé Henry, qu'on a vu célébrer le mariage, a été tout à fait favorable et prêt à aider, ainsi que le secrétaire de mairie de l'époque qui s'appelait Jacques Nair. Il y aurait peut-être d'autres raisons encore, mais enfin... Oui, c'était déjà ça. Mon sujet aujourd'hui, c'était les films et non pas les enquêtes. Mais comme les films ont été faits à l'occasion des enquêtes, j'étais obligé de dire quand même un mot des enquêtes. À propos du mensonge-vérité des enquêtes ethnographiques, là, parler de Griol, tout ça, mais les risques dans le journal d'Afrique, ils montrent des faits où on prouve que Griol par rapport au Dogon, c'était un peu aussi mis en scène en fait. Oui. Les Dogons, puis bon, ils devaient en avoir ras-le-bol de les Dogons, quoi. Hein. Oui, ici aussi, il y a eu des mises en scène, le repas de Youdker, ça en est un exemple. Il n'y a pas de... en général, ils ont... l'anthropologie, les enquêtes en Afrique, c'était un peu ça, quoi. C'est différent de ce que fait Lévi-Strauss. Vous avez une question très ponctuelle. On a vu la femme qui faisait des crêpes. Avant de retourner sa crêpe donc de froment, mettait du beurre. C'était une pratique... Oui, ça paraît effroyable. Là aussi, je pense qu'il y avait la volonté de faire les choses mieux qu'au quotidien, quoi. En rajouter un peu, quoi. Mais ça se faisait pas vraiment comme ça. On mettait pas avant de retourner, non. On mettait du beurre après. Mais non, ça fait mal. Oui. Mais bon, il y avait une volonté d'essayer de faire le mieux possible, quoi. De même qu'on a vu faire que des crêpes de froment. Et Gessin parle des crêpes de sarrasin, mais il n'y avait pas de crêpes de sarrasin. Ils n'ont fait que des crêpes de froment. Bon, c'était quand même plus apprécié les crêpes de froment que les crêpes de sarrasin. Que les galettes. Galettes et zitu. Maar we zijn vandaag de hoelen bij eigenlijk bij persoonlijk. Si vous avez des questions, allez-y, profitez-en.
Pourquoi une utopie? On parle d'utopie de Clausewitz. Comment, pardon? On parle d'utopie de Clausewitz. Utopie? Oui. Je vois pas pourquoi. Utopie, je vois parce qu'il n'y a rien d'utopique là-dedans, à mon sens, mais... Non, je ne sais pas quoi dire. Oui. Oui, on qualifie Clausewitz de Clausewitz la rouge. Est-ce que les films donnent une sensibilité ou abordent la sensibilité politique, sociale? Pas du tout. C'est un des aspects qui manquent, qui sont totalement absents des films et qui auraient effectivement pu être présentés. Rouge, enfin oui, rouge par rapport aux autres alentours qui sont blanches, très blanches. Mais c'était plutôt rose que rouge. Et ça, c'est bon, c'était dû à la, on va dire, à la dynastie des Le Bail, et notamment du représentant le plus connu qui était Georges Le Bail. Mais Georges Le Bail n'a toujours été que radical socialiste. Ce n'était pas un rouge vif non plus. Et ils ont été, les Le Bail ont été à la tête de la municipalité de Clausewitz pendant presque 100 ans. Donc, oui. Est-ce volontairement que qu'on ne parle pas du tout du clergé, qui prenait quand même une importance énorme dans la vie de... Oui. On voit un peu le clergé. Bon, mon choix, si tu veux, est un peu partial aussi, quoi. Mais le clergé n'est pas beaucoup présent, hein. Il aurait pu être bien davantage. On le voit célébrer le mariage, le clergé n'apparaît pas. Par contre, on les voit dans le baptême et dans l'enterrement. Et puis, évidemment, pour les pardons, pardon de la Trinité, parlant de Saint-Vrain, de Saint-Ronan. Et puis, pourquoi encore on les voit une messe également. Il y a un extrait d'une messe, quoi. Bon, je ne pouvais pas tout choisir. Oui. Est-ce que le thème de ce que l'historien Burger a appelé le miracle scolaire de Clausewitz, est-ce que c'est une question qui a été occultée, ou bien est-ce qu'il n'y a pas pensé du tout? Dans le film, c'est pas traité. Hein. Oui. Non, dans le film, ça n'est pas traité. Le miracle, le terme est un peu peut-être géré. Il y a eu beaucoup d'insistance mise sur l'éducation, enfin l'instruction donnée aux enfants, ça c'est vrai. Recteur Le Moyle. Oui, vas-y, finis, oui, après. Comment dire, vivant à l'étranger, j'ai rencontré des gens qui n'ont jamais mis la pied à Clausewitz, mais qui connaissaient Clausewitz pour avoir lu les livres. Oui. Cet aspect-là, comment dire, était mis en valeur avant toute chose, quasiment. Qu'ont-ils donc à Clausewitz pour avoir produit des gens aussi intelligents et aussi instruits? Il y avait une école primaire, puis après il y a eu ce qu'on appelait à l'époque un CC, un cours complémentaire, avec un internat, ce qui fait qu'il y a des jeunes qui venaient des communes environnantes, qui étaient internes au CC de Clausewitz et qui ont préparé des concours comme concours d'administration, concours d'entrée à l'école normale, à l'école des Mousses ou de Mestrance, des choses comme ça, oui c'est vrai. Et Le Bail a attaché beaucoup d'importance, Georges Le Bail en particulier, a attaché beaucoup d'importance à l'instruction donnée aux enfants, c'est vrai. Mais une instruction purement scolaire. Par contre, il y a un aspect qui était totalement négligé, c'était la formation professionnelle et l'agriculture. On a formé les gens pour qu'ils puissent gagner leur vie, mais à l'extérieur de Clausewitz. Des instituteurs, aux professeurs, etc. La République des agrégés, quoi. Oui, les agrégés, c'est... L'administration en général. Oui, c'est ça, les fonctionnaires. Les postes. Les postes, les douanes, tout ça. Moi, j'ai entendu dire que Clausewitz avait été la ville où il y avait le plus grand nombre d'agrégés. Ça a été vrai, ça a été vrai dans les années, fin des années 50, début des années 60. Oui. Moi, je suis né en 58 à Clausewitz. Oui. Je suis agrégé. Donc, à l'époque, je me souviens, mes parents, c'était très important l'école. En gros, il y avait, dans ce bled, une espèce de culture de « tu t'en sortiras » par l'école. Ah oui, absolument. Et c'était vraiment très important. C'est certain, Et ça n'apparaît pas. Alors que c'était... Non, mais là, ce sont des extraits. Même dans les films, ça n'apparaît pas beaucoup. Il faut reconnaître que Robert Gessin a montré aussi, parce que bon, l'école
publique à Plozévet est bien plus importante que l'école privée, mais il accorde une toute petite part quand même à l'école des Sœurs. On voit la mère supérieure là, qui interviewe certaines de ses élèves. Bon, ce n'est pas un extrait que j'ai choisi non plus. Sinon, on aurait été là à 10h du soir encore. Voilà. Ça se trouve, vous avez tous ces archives-là, non? Comment? Ça se trouve, vous, tous ces bobines de... Ces films-là sont actuellement... je pense qu'ils sont conservés au musée de Bretagne à Rennes. Mais toi, comment tu as fait ta sélection? Comment tu as eu des bandes? Bon, déjà, les films sont sur Internet, sur le site de la Cinémathèque de Bretagne. Et puis Roland Chatin et moi, nous avons fait une sélection, quoi. De toute façon, on va pouvoir les montrer d'affilée pendant 1 heure. Une sélection sur Internet. C'est-à-dire que l'association des Amis de la Baie d'Audierne a loué les 5 films à la Cinémathèque de Bretagne pour toute la saison d'été. D'accord. Ils ont payé un bon prix, mais ils ont le droit de les montrer et de les... Alors, vous pouvez voir ces films tous les après-midi, enfin les 3 qui sont en ce moment projetés, dans la petite salle à côté. Donc c'est le bourg, le costume et, je crois... Gestes du repas. Les gestes du repas. Au mois de juillet, nous avions présenté les 2 autres, donc la pêche, et voilà. Et nous les repasserons sans doute au début septembre, les 15 premiers jours de septembre, les 2 premiers. Donc ceux qui veulent les voir en entier et voir vraiment tous les détails, vous pouvez voir tous les après-midi ici. Ça dure quand même 1h30, donc prenez votre temps. En tout, il y a pour 3h15. Vous ne présentez pas les 5 d'affilée. Que 3. Voilà, merci de votre participation. Merci à tous et l'association des Amis de la Baie d'Audierne vous remercie vraiment chaleureusement. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas soit d'adhérer, soit d'acheter une affiche de François Bourgeon, soit de faire un don à la sortie au chapeau. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Dans le petit cochon.